J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie des aspects cliniques donc du cours du E8. Donc, je vous invite à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas vue. Donc voilà, c'est une première partie où on a détaillé un petit peu tout ce qui était cadre réglementaire, etc. Avec beaucoup de choses quand même à apprendre par cœur. Ici, on a quand même pas mal de choses à apprendre par cœur. C'est un petit peu un cours comme ça, mais je vais quand même ici vous cibler ce qu'il y a à apprendre par cœur et ce qu'il va falloir retenir pour pouvoir avoir le maximum de points au concours et pourquoi pas avoir tous les points. Donc, on va passer avec le cours. Donc, comme d'habitude, le cours est sur le groupe WhatsApp, il n'y a pas de problème avec ça. Et ici, aujourd'hui, le but, ça va être de détailler tout ce qui va être les principes et les acteurs de ces essais cliniques. Donc, on va commencer en premier par le promoteur. Donc, en gros, le promoteur, c'est la personne qui, physique ou morale. Donc, ça veut dire que c'est soit une personne, soit un groupe de personnes qui prend l'initiative de l'essai clinique. Donc, en fait, retenez que c'est lui qui a la gestion, financement et responsabilité de cet essai clinique. Ça peut être un labo, donc voilà, il assure le financement, donc c'est lui qui paye. Et voilà, c'est une équipe. Et c'est c'est un petit peu le point de départ en fait. C'est la personne la plus importante pour cet essai clinique parce que sans elle, il n'y aurait rien du tout. Donc voilà, voyez ça comme la personne la plus importante. Mais retenez surtout que c'est gestion, financement, responsabilité. On va vous poser des questions comme ça, je pense. Ensuite, on a le comité de protection des personnes. Donc, c'est 39 comités en France. Donc, ils sont nommés par l'ARS. Ça peut tomber et c'est une durée pour 6 ans. Donc, ça, vous retenez ARS 6 ans. Ensuite, il y a deux collèges. En tout, 14 personnes. Ça, vous le notez aussi. C'est quelque chose qui est par cœur à apprendre et qui est très important. Donc, on a incompétence dans le domaine de la santé. Vous doutez bien, c'est des personnes qui sont qualifiées, donc médecins, pharmaciens, infirmiers, biostatisticiens, etc. Et on a un deuxième collège qui est des personnes qui ont aucune connaissance de santé, mais qui ont quand même leur rôle, parce que ça peut être des juristes, des psychologues, etc. Donc, en fait, il faut retenir que c'est un petit peu pluridisciplinaire et qu'on va pas demander forcément qu'à des scientifiques leur avis, mais c'est en fait une coordination de plein d'aspects, de plein de milieux. Donc voilà, ils sont tirés au sort. Ils sont nommés pour 3 ans, donc comme j'ai dit, ils sont tirés au sort à l'échelle nationale. Et en fait, ce qui est super important à comprendre, c'est que le CPP, il donne son avis. Donc ils vont avoir un avis, donc comme c'est écrit là, le CPP rend son avis sur les conditions de validité de la recherche. Donc en fait, on a tout ce qui est protection des personnes, des participants, information écrite, consentement, durée de réflexion, délai de réflexion, etc. Adéquation, donc ça vous lisez, donc je pense pas qu'ils vont vous interroger sur tous les tirés, mais le but c'est d'avoir une compréhension qui est globale. Mais en gros, retenez que le CPP donne son avis. C'est-à-dire qu'ils vont trancher avec, je vous ai dit, les différents collèges, et qu'ils vont se dire, ok, là, nous on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Et après, avec cet accord ou pas, c'est le premier checkpoint, on va dire, pour avoir l'autorisation. Donc, on va passer directement à l'autorité compétente, l'ANSM, qui, elle, donne son autorisation. Donc, c'est-à-dire que sans le CPP, pas d'ANSM, pas d'autorisation, et inversement aussi, il faut que les deux soient d'accord. Donc ensuite, après avoir eu l'avis favorable par le CPP, on va passer par l'ANSM. Et l'ANSM, elle, qui donne une autorisation, on regarde, donc c'est un peu la même chose, on regarde de la sécurité des personnes, de la sécurité de la qualité du médicament, etc. Donc ça, je pense que vous avez compris. Donc bien distinguer les deux, CPP, ANSM. CPP, il donne son avis, l'ANSM autorise. Ensuite, on a l'investigateur. Donc l'investigateur, retenez en fait que c'est le représentant du promoteur sur un seul site en fait. Donc en fait, c'est lui qui va exercer toutes ses connaissances scientifiques, etc. Mais c'est sur un site précisément. Ça veut dire que le promoteur, lorsqu'il va avoir un projet d'essai clinique, etc., il va se charger de plein investigateurs qui, sur les différents sites de réalisation des essais cliniques, vont le représenter pour qu'il y ait les bonnes pratiques cliniques qui soient respectées. Donc ça, vous lisez par la suite, donc le fait que ce soit crédible, sans faire courir de risques, qualité, sécurité. En fait, vous remarquez que pendant tous ces cours qu'on va faire sur les aspects cliniques, précliniques, etc., le maître mot, c'est sécurité, qualité. Vraiment, c'est ça qui doit un petit peu régir dans votre tête. Donc voilà, l'investigateur, il dirige, il surveille, etc., pour que le travail soit bien fait. Donc en fait, comme je vous ai dit, c'est le représentant du promoteur sur un seul site. Voilà. Donc en fait, là, je vous conseille vraiment de comprendre et moins d'apprendre par cœur pour les petites explications là, mais comprenez vraiment quel est le rôle de chacun. Donc il notifie les effets indésirables, etc. Mais ça, on reviendra dessus après.
On a aussi le fait que, en fait, c'est la base de tout essai clinique, c'est qu'il faut un consentement éclairé. Donc en fait, un consentement éclairé, ça veut dire que le patient, il doit être libre déjà de son choix, s'il veut réaliser ou non l'essai clinique, mais il doit être éclairé. Ça veut dire qu'il a droit à l'information. Si on lui pose toutes les questions possibles, donc il a le droit de lui-même d'aller demander à l'investigateur, au promoteur, à n'importe qui réalise ces essais cliniques, une information et cette personne-là est à charge de lui répondre avec la plus grande comment dire, des honnêtetés et même si ça ne va pas à l'encontre de l'essai clinique, car ça peut poser des questions. Des fois, il y a des patients qui se disent est-ce que je vais avoir un problème pour ça, pour ci et que parfois les instances n'ont pas trop envie de leur dire oui ou non parce qu'ils ont peur que la personne parte, et ben ils sont dans le devoir de leur donner l'information la plus précise et la plus honnête possible. Donc ça c'est un petit peu le principe du consentement éclairé. Ensuite, l'investigateur est chargé de vigilance lors des essais cliniques, comme je vous ai dit précédemment. Donc lui qui est en charge sur le site précisément, il doit notifier tout ce qui va être indésirable par rapport aux effets cliniques, aux essais cliniques, pardon. Donc ça peut être un effet, ça peut être un événement, quelque chose qui se passe et qui n'est pas prévu, il est obligé de le notifier. En fait, il va remplir notamment un cahier des charges avec tout ce qui s'est passé de mal et de bien lors des essais cliniques pour pouvoir à l'avenir, s'il y a d'autres essais cliniques qui sont faits ou qui sont poursuivis pour cet essai-là ou pour d'autres, qu'on ait un historique et qu'on puisse ne pas faire les mêmes erreurs. Et donc ça, vous allez le noter en plus, plus, plus. Un événement ou effet indésirable est dit grave si il entraîne la mort, il met en danger la vie de la personne qui se prête à la recherche, il nécessite une hospitalisation de plus de 24 heures ou qu'il la prolonge, provoque une incapacité ou un handicap, se traduit par une anomalie, une malformation congénitale, toute autre manifestation considérée grave par l'investigateur, ou tout effet du médicament, quelle que soit la dose administrée. Donc ça, c'est vraiment tous les tirés à apprendre par cœur, c'est bête, mais c'est comme ça. Il faut vraiment les apprendre parce que ça, ils aiment bien, bien les faire tomber. Donc voilà, tout effet indésirable fait partie des événements indésirables. Et voilà, donc ça, c'est un petit peu la continuité. Donc ça, je vous conseille vraiment de le lire et de un petit peu le comprendre, mais ici, on va pas se focaliser dessus. Et en fait, voilà, il va falloir vraiment faire une synthèse de tout ce que vous avez lu et tout ce que vous avez compris, parce qu'en fait, c'est pas très compliqué, il faut juste très bien être organisé, comme je vous ai dit. Et voilà, donc là, on conclut avec le fait que on a toujours l'avis favorable du CPP pour transmettre à la NSM la mise en place de l'essai. Et voilà, donc retenez bien tout ce que je vous ai dit pour cette deuxième partie. Ici, on a vu tous les acteurs. Donc vous voyez que c'est un petit peu lourd quand même, il y a pas mal d'acteurs, pas mal de choses à prendre en compte. Donc en lien avec la partie 1, faire le lien entre les deux parties qui se suivent. Et si vous avez toute autre question, des choses que je n'ai pas abordées, des choses voilà, que je ne suis pas passé assez de temps dessus, n'hésitez pas à me le dire. Moi ici, le but, ça a été de vous c'est une petite vidéo pour vraiment vous concentrer sur ce qu'il y a à apprendre par cœur et sur ce qu'il faut un petit peu plus comprendre et non pas apprendre. Donc voilà, j'espère que ça vous a servi. En tout cas, si vous avez quelconque question, comme je vous ai dit, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour un autre cours.